pas signé, n'hésitez pas à le faire. Il y a un moyen d'envoyer un message, un mail à vos députés. Vous tapez votre code postal et ça va renvoyer. C'est l'ordinateur qui le fait, qui va envoyer directement un message à votre député. C'est le moment ou jamais de faire pression sur, en tout cas sur ce sujet-là, et qui concerne donc 68% des poules élevées encore en France. C'est un très mauvais chiffre par rapport à d'autres pays européens. Les cochons, je l'indiquais, c'est 95%. Donc là, la filière plein air est très très peu développée. C'est vraiment dans des conditions intensives. Je vais pas les décrire, hein, on va pas passer par le menu la liste des frustrations et des privations et des mutilations aussi que connaissent ces animaux. Les porcelets naissent dans des cages, leur maman est coincée dans une cage, ils têtent leur maman à travers des barreaux, etc. C'est vraiment des choses pas drôles. Quelques chiffres rapidement, donc 95% en filière porcine, 68% pour les poules, 80% pour les poulets, 99%, c'est assez peu connu, mais pratiquement tous les lapins élevés pour la consommation sont élevés en cage. Et je voudrais terminer en fait par faire une sorte de détour historique et reculer jusqu'au début du 19e siècle et vous présenter une association que vous connaissez peut-être, qui est l'équivalent de la SPA en Angleterre, qui s'appelle la RSPCA, et qui est en fait la plus ancienne association, donc comme nous ici, de protection animale au monde, enfin, dont on a la trace en tout cas. Elle a été fondée donc en 1824 par ce monsieur que vous apercevez à droite, qui n'est pas très connu, je ne pense pas que vous connaissiez William Wilberforce, qui était un député britannique. Mais si vous tapez son nom sur internet, William Wilberforce, vous allez voir qu'il a une page Wikipédia qui est longue comme le bras. C'est quelqu'un qui est très connu des historiens, spécialistes de cette époque-là, début 19e, en Angleterre, mais pas parce qu'il a fondé la première SPA, pour une autre raison. C'est quelqu'un qui, avec un tout petit groupe d'amis, une douzaine de personnes au départ, a mené une campagne qui a changé fondamentalement l'économie de l'Empire britannique. Ça leur a pris une vingtaine d'années. Et ils ont mené campagne comme nous, les ONG, on mène campagne aujourd'hui encore, une campagne évidemment non violente, mais vraiment une campagne qui est le prototype de ce que les ONG comme Sea Shepherd, comme nous, comme Greenpeace, comme Amnesty, etc. utilisent encore aujourd'hui, avec de la sensibilisation de rue, distribution de tracts, du lobbying politique, invitation à signer des pétitions, appel au boycott de certains produits pour affaiblir l'économie de ces produits. Ici en particulier, c'est le sucre. Et au bout d'une vingtaine d'années, ils ont réussi à obtenir dans tout l'Empire britannique l'abolition de l'esclavage. Alors c'est intéressant, et j'aime bien parler de lui parce que souvent on vous fera ce reproche si vous vous intéressez à la cause animale, qu'il y a des causes plus importantes, et on voit bien qu'historiquement, il y a en fait des gens qui ont vu, ou qui ont perçu la parenté qu'il y a entre les différents systèmes de domination, qui fonctionnent tous un peu selon le même modèle. Hein. En fait, clairement, ce sont des rapports de force. En fait, hein. Il y a ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, lui avait fait ce parallèle, était très concerné par la souffrance, mais la souffrance au sens général. Et j'aime beaucoup cette citation d'Alice Walker, auteure noire américaine. Les animaux du monde existent pour leurs propres raisons. Ils n'ont pas été créés pour les humains, pas plus que les noirs n'ont été créés pour les blancs, pardon du terme, ou les femmes pour les hommes. Et je recule encore pour aller vers une autre citation, quelqu'un qui est plutôt considéré comme, enfin en tout cas dans le domaine de l'humanisme, plus que dans le domaine de l'animalisme. C'est Jeremy Bentham, philosophe pas très connu chez nous, qui est considéré comme le père d'un mouvement en philosophie morale qui s'appelle l'utilitarisme. Vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas tellement intéressé à la question animale, il s'est intéressé à la question des droits universels. Vous voyez que la date est intéressante pour nous, Français, 1789, donc c'est l'époque de la Révolution française. Lui-même était en relation épistolaire par lettre avec nos philosophes continentaux, à nous, Diderot, etc. Et il se posait la question, si on doit accorder des droits à tous les humains, sur quoi est-ce qu'on le fonde? Et à un moment donné de sa réflexion, il se demande, alors c'est dans une toute petite note en bas de page d'une introduction d'un de ses livres,
où il a une sorte de vision, comme ça il se dit que peut-être, dans le futur, dans, je ne sais pas, allez, 200 ans, les animaux auront des droits, parce que la question à se poser à leur sujet est la même que pour les animaux, que pour les humains, pardon. C'est celle-ci. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Ici la réponse est oui. Alors pour Bentham, nous avons une responsabilité dans les différentes relations que nous entretenons avec les animaux et dans ce que ces relations peuvent leur coûter à eux, en souffrance ou en mort par exemple. Pour finir, est-ce que vous pouvez penser à certains, alors je pense à certains individus qui ne peuvent pas raisonner, qui ne peuvent pas parler, mais qui peuvent souffrir et qui, pour cette raison, font l'objet d'une protection légale? Alors oui, il y a certains handicaps mentaux très profonds où là on serait dans ce cas de figure, effectivement, et ce que vous disiez aussi, je pensais aux bébés de la même façon, et même peut-être les bébés avant de naître. Si vous connaissez la réglementation sur l'interruption volontaire de grossesse, vous savez que c'est autorisé jusqu'à 12 semaines en France, et ensuite ce n'est plus possible. Pourquoi 12 semaines? Parce que c'est le moment où on considère que se forme le système nerveux. Et donc, nous, les humains, nous devenons l'objet, pour la première fois, hein, le premier, entre guillemets, droit que nous avons, c'est le droit à la vie. Donc nous sommes l'objet d'une protection légale au moment où nous devenons un être sensible. CQFD, ça sera ma conclusion. Merci beaucoup. Monsieur Bauer, je vous remercie beaucoup. Alors, Bentham, pour nous les juristes, en tout cas, il est connu dans la mesure où, c'est des vieux souvenirs de préparation d'un grec, c'était un des premiers internationalistes aussi. Et alors, vous parliez tout à l'heure de rapport de force, et justement, il disait, c'est simple, un droit international, c'est celui qui a le plus gros bateau. Donc, voilà, c'était le rapport de force. Et c'était celui qui avait le rapport de force le plus important, qui au niveau international était, voilà, qui remportait la mise. C'est évidemment, ça va aussi en matière interne. Écoutez, merci, parce que vous avez, je dirais, de manière très sensible, nous amener, enfin, des choses qui sont, voilà, nous évitant certaines images, mais en nous faisant prendre conscience, il y avait des non-dits qui étaient extrêmement significatifs. Donc, en tout cas, moi, j'ai également encore là beaucoup appris. Alors, maintenant, nous allons écouter Madame Lamia Essemlali. Donc, vous êtes, vous, de Sea Shepherd France, qui est une association loi 1901, dont l'objet est de soutenir financièrement, logistiquement et humainement les campagnes internationales, mais de plus en plus aussi de travailler au niveau local. Le défi particulièrement important, c'est au regard de l'énorme territoire maritime français, qui est le deuxième plus vaste au monde, avec près de 11 millions de kilomètres carrés, ce que j'apprends au passage. L'antenne française est dirigée donc par vous. Vous êtes cofondatrice et présidente et co-directrice de Sea Shepherd Global. Vous êtes titulaire d'un master en sciences de l'environnement obtenu à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes spécialisée en conservation de la biodiversité. Et vous avez participé et également organisé plus d'une dizaine de missions en mer au niveau international, que ce soit en Antarctique pour la chasse baleinière, dans les îles Galapagos pour la protection du parc marin classé à l'UNESCO, les îles Féroé, dans lesquelles se déroule le plus grand massacre de mammifères marins en Europe, en Méditerranée pour la protection du thon rouge et du braconnage de manière plus générale, et enfin en Afrique de l'Ouest, qui est la plus importante zone de pêche illégale au monde. Il y a notamment des pillages aussi par des flottes de pêche étrangères. Alors, vous animez de nombreuses conférences sur le thème de la protection des océans, seul, comme aujourd'hui, ou aux côtés du capitaine Paul Watson, dont vous êtes également l'interprète. Vous êtes aussi l'auteur de 2 livres d'entretien avec ce capitaine, Entretien avec un pirate et Sea Shepherd, le combat d'une vie, aux éditions Glénat, dans lesquels sont abordés sous forme de discussion les thèmes essentiels autour de l'engagement de Paul Watson et de Sea Shepherd. Mais avant de vous laisser la parole, en fait, nous allons regarder une vidéo.
c'est difficile de parler après certaines images. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, désolé pour le coup, là, il y avait quelques images difficiles. C'est vrai qu'une des choses qui est la plus compliquée à faire quand on défend les animaux, c'est notamment de défendre la vie marine. Parce que tout ce qui se passe en mer est loin des yeux, loin des consciences. Et si aujourd'hui on a un gros capital sympathie, par exemple pour les dauphins, pour les baleines, on se rend compte qu'ils sont encore massacrés en nombre. Mais surtout, c'est extrêmement difficile de sensibiliser et d'alerter sur le sort des animaux qui sont moins charismatiques, comme les poissons, auxquels on se réfère aujourd'hui en tonnes. On parle de tonnes de poissons, on ne parle pas de tonnes d'éléphants ou de tonnes de chiens. Donc vraiment, dans l'inconscient collectif, les poissons ne sont même pas des animaux, c'est une marchandise. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des individus doués de sensibilité, même de personnalités différentes. Le nombre de poissons qu'on tue et la façon dont on les tue serait aujourd'hui sans doute impensable sur des animaux terrestres. Et pourtant, on voit ce dont on est capable avec des animaux terrestres, et notamment avec des mammifères. Comme on disait, les 70 milliards d'animaux qui sont abattus dans les abattoirs chaque année. En termes de poissons, c'est complètement démentiel. Donc, à la base, Sea Shepherd a été créé par le capitaine Paul Watson en 1977, après avoir quitté Greenpeace, parce qu'il voulait faire plus que de la protestation, il voulait faire de l'intervention. Il y a certaines images qu'on voit là qui sont des massacres de bébés phoques au Canada. C'est par là en fait que tout a commencé. Sea Shepherd, ça veut dire berger de la mer, et c'est parce qu'en fait les blanchons, les bébés phoques tout blancs qui étaient massacrés faisaient penser à des petits moutons. Et Paul s'est dit, nous on est les bergers de ces petits moutons, donc on est les bergers de la mer. Et je vais en revenir sur le thème de la violence, le mot dont on parlait tout à l'heure, qui pour le coup revient aussi beaucoup autour de Sea Shepherd, parce qu'on a des actions qui sont coup de poing. Les premières actions clés qui ont été menées ont été de couler à quai des baleiniers illégaux. Donc on a beaucoup été accusés d'être trop violents. D'ailleurs, ce qui a valu l'éviction de Paul Watson de Greenpeace, c'est parce qu'il a saisi le gourdin d'un chasseur de phoques qui était sur le point de défoncer le crâne d'un bébé phoque. Et ça a été considéré à l'époque par la direction de Greenpeace comme un acte de violence. Donc voilà, c'est un thème qui revient souvent. Nous, donc d'une part, on a deux limites dans nos actions, donc c'est celle de ne jamais blesser personne. D'ailleurs, en 40 ans, on n'a jamais blessé personne. Et d'intervenir toujours dans le cadre de la loi, de faire respecter la loi. Peut-être à deux exceptions près, et encore, c'est les massacres de dauphins aux îles Féroé, qui sont considérés comme légaux aux îles Féroé, mais qui sont complètement illégaux en Europe, puisque les dauphins globicéphales sont protégés par plusieurs conventions européennes, dont le Danemark est signataire, puisque les îles Féroé sont rattachées au Danemark, mais ils ont fait une sorte d'exception culturelle pour continuer à massacrer des dauphins. Donc là, effectivement, on intervient en territoire hostile, dans le sens où on intervient alors que les massacres sont considérés légaux. Et sur ce qui est des bébés phoques, donc le simple fait au Canada, le simple fait de documenter ou de filmer la chasse est considéré comme illégal, puisqu'ils ont fait passer un texte de loi qui s'appelle ironiquement l'acte de protection des phoques, qui en fait interdit toute documentation là-dessus. Donc, par quel bout le prendre, en fait, il y a tellement de chemins. Je vais essayer de recentrer sur nous, parce que sinon, si je parle de toutes les missions internationales, ça va être compliqué. Sur nous, en fait, moi j'ai été très interpellée quand j'ai été aux îles Féroé, j'y suis allée plusieurs fois, en me disant je vais rencontrer des barbares sanguinaires, des psychopathes qui prennent plaisir à tuer des dauphins par tradition. On a été beaucoup confrontés là-bas à notre propre contradiction, dans le sens où ce qu'ils nous disaient très justement, c'est que on était nous-mêmes coupables de énormément de souffrance, et que finalement ce que eux faisaient c'était juste un abattoir à ciel ouvert qui s'assume, alors que dans les abattoirs en Europe ce qui se passe est pas plus glorieux.
Bon, à l'exception qu'il s'agit quand même d'espèces sauvages, migratrices, et qui déciment des groupes entiers, donc des poules génétiques. Donc il y a des problèmes de conservation, mais des problèmes éthiques parce qu'ils n'ont absolument pas besoin de manger ces animaux. Mais il est vrai que du coup, on marquait des points auprès d'eux quand on leur disait que nous, sur les bateaux, hein, tout le monde était végétalien, qu'on ne servait pas de produits animaux, qu'il y avait une cohérence par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, enfin, à titre personnel en tout cas, j'ai toujours aimé les animaux, aussi loin que je m'en souvienne. Et pourtant, j'ai mangé de la chair animale pendant très longtemps, sans forcément y voir une cohérence insupportable. J'avais fait des tentatives de végétarisme après avoir vu des images d'abattoirs. Ça a toujours été temporaire. D'abord parce que j'évoluais dans un cercle d'amis qui adoraient les barbecues, merguez, et aussi parce que je pense qu'on a une mémoire sélective et tout est fait dans l'industrie, les médias, pour nous faire oublier d'où vient ce qu'on a dans l'assiette. Et c'est finalement une conférence de Tom Reagan, qui est un médecin américain qui s'appelait Faut-il enlever les animaux du menu, qui m'a fait prendre conscience. En fait, il ne faisait que poser des questions simples sur finalement cette volonté des animaux à vivre, à défendre leurs propres intérêts. C'était plutôt des questions auxquelles finalement j'avais les réponses et qui ont fait que d'un coup je me suis sentie profondément hypocrite. Puisque j'aime les animaux, je me bats pour eux. En l'occurrence, j'avais déjà rejoint les bateaux Sea Shepherd. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur ma première campagne antarctique, j'avais plus peur d'être végétalienne pendant 3 mois que d'aller affronter des baleiniers japonais. Je me disais que ça allait être triste à mourir, et en fait, pas du tout. J'ai découvert l'alimentation végane à ce moment-là. C'était une vraie découverte. Mais tout ça pour dire que c'est facile de se déconnecter, et à partir du moment où vraiment je me suis sentie hypocrite et où je me suis dit qu'il fallait soit que je mette mes actes en adéquation avec mes pensées, avec mon discours, soit que je la ferme, parce qu'on ne pouvait pas être incohérent à ce point. C'est là que j'ai arrêté vraiment de manger de la chair animale. Mais j'ai conscience que c'est un cheminement qui est très personnel, parce que pour le coup, j'ai côtoyé beaucoup de véganes et de végétaliens avant moi-même d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Et c'est vraiment une connexion qu'on doit faire par soi-même. C'est quelque chose qui a un impact sur tout, puisque bon, déjà, moi, à titre personnel, en tout cas, c'était d'abord pour des questions de souffrance animale, mais ça a un impact aussi environnemental qui est énorme, puisque l'industrie de la viande, c'est la première cause de réchauffement climatique, de pollution des nappes phréatiques, de déforestation, mais aussi c'est une cause importante de faim dans le monde, puisque on nourrit beaucoup plus de végétariens sur un lopin de terre que d'omnivores. Et d'ailleurs, cette petite phrase qui résume tout, c'est qu'un végétarien qui roule en 4x4 pollue bien moins qu'un omnivore qui roule à vélo. Voilà. Mais la question alimentaire, elle est cruciale parce que c'est vraiment ce qui est le plus déterminant. D'une part, dans notre rapport aux animaux et dans la souffrance qu'on leur impose, mais aussi dans notre rapport à notre propre survie, puisqu'on est aujourd'hui plus de 7 milliards d'êtres humains, et 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson, en plus dans les quantités où on en mange aujourd'hui, c'est suicidaire. Il va falloir qu'on s'adapte, et qu'on s'adapte très vite. C'est d'ailleurs Darwin qui le disait, toute espèce incapable de s'adapter est vouée à disparaître, et nous on est dans cette phase-là. Et on est assez en retard, on n'a pas beaucoup de temps, et pourtant c'est une pensée qui existe depuis longtemps. Albert Einstein, par exemple, disait que rien ne saurait favoriser davantage la survie de la vie sur Terre et de l'humanité que l'avènement d'un régime végétarien. Et même encore plus loin en arrière, c'était Léonard de Vinci qui disait qu'un jour on considérera le meurtre des animaux comme le meurtre de nos semblables. Donc on en est encore très très loin, mais c'est marrant parce que en fait, ce sont des gens qui sont très connus, Victor Hugo par exemple, ou Pythagore, des gens dont on a tous entendu parler pour d'autres raisons, et qui avaient
un combat et un discours extrêmement avant-gardiste sur la cause animale et dont on n'entend pas parler sous cet aspect-là en tout cas. Pour ce qui est de... On a parlé de l'esclavage tout à l'heure, c'est intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'esclavage est éthiquement inacceptable et que c'est une page sombre de l'humanité, mais moi j'aime bien une phrase de Paul Watson qui dit si vous voulez savoir quelle aurait été votre position par rapport à l'esclavage au XVIIIe siècle, ne vous demandez pas ce que vous pensez de l'esclavage aujourd'hui, demandez-vous comment vous considérez les animaux. Et je pense que dans quelques décennies, on en sera là. Et ça va très vite, puisque si on regarde bien, au siècle dernier, on avait encore des zoos humains et on trouvait ça normal. Aujourd'hui, on a encore des delphinariums, des zoos dans lesquels les animaux sont parqués dans des conditions qui sont éthiquement inacceptables. Et par des gens aussi qui pensent les aimer. Donc pour nous aussi, la question de la captivité, elle est essentielle. Parce que justement, on parle de quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est-à-dire, par exemple, les spectacles de dauphins, c'est assez emblématique, puisque on dit essentiellement que c'est pour les enfants. Les enfants adorent les dauphins, effectivement, quand ils vont voir les dauphins, ils sont contents, ils les voient sauter dans des cerceaux, etc. Et on leur fait croire que finalement, c'est ça l'amour. Et on peut aimer ce qu'on enferme. Et ce qui manque cruellement dans ce monde, justement, c'est l'empathie. Quand on explique à un enfant qu'un dauphin qui parcourt 150 km par jour, qui se repère grâce à son sonar, qui vit dans une famille qu'il a choisie, se retrouve dans un bassin en béton qui, pour une orque par exemple, est l'équivalent d'une cabine téléphonique pour nous, qui a un sonar qui lui revient en pleine figure, donc c'est comme si on vous mettait dans une pièce tapissée de miroirs et que votre seul horizon à vie, c'est votre propre reflet. Tout ça pour une demi-heure de spectacle. En fait, on est dans un contexte où on sacrifie des besoins essentiels des animaux pour des besoins humains qui sont complètement superflus. Et puis surtout, on travestit la rencontre, parce qu'il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de magie. Il y a beaucoup plus d'émotions quand on voit l'aileron d'un dauphin au large que quand on regarde pendant une demi-heure des dauphins à 50 mètres en train de sauter dans des cerceaux. C'est des automates. Et il n'y a rien qui se passe. Et on passe complètement à côté. Et quand on explique ça aux enfants, en général, ils le comprennent beaucoup plus facilement que les adultes qui se cherchent beaucoup d'excuses et qui ont tendance à justifier tout le temps, à trouver des raisons de continuer. Donc, voilà, on l'a dit, et à mon avis, c'est vraiment la clé. C'est notre rapport aux animaux, c'est notre rapport au plus faible, et y compris notre rapport au plus faible d'entre nous. Et opposer la cause animale à la cause humaine est un non-sens complet. Il y a une très bonne citation de Milan Kundera que je cite à chaque fois parce que pour moi elle résume tout, c'est que la faillite fondamentale de l'homme réside dans son rapport à ceux qui sont à sa merci, c'est-à-dire les animaux, et c'est là que réside sa faillite la plus essentielle, la plus fondamentale, si fondamentale que toutes les autres en découlent. Donc vraiment, les animaux, c'est pas la dernière chose dont il faut s'occuper, ça serait peut-être la première chose dont il faut s'occuper. Et tant qu'on n'aura pas changé ce rapport aux animaux, on ne changera pas notre rapport entre nous, et il n'y a pas de dignité humaine sans respect de l'animal, c'est essentiel. Donc voilà, c'est pas une question superflue, c'est une question déterminante, je pense, non seulement d'un point de vue éthique, mais même d'un point de vue de survie. Parce qu'il va falloir qu'on change de ce prisme anthropocentrique dans lequel on est, où on considère que tout ce qui vit est à notre service et à notre merci, ça va nous coûter notre propre survie. Et je vais finir sur une chose, on est peut-être dans l'illusion que c'est pas grave, que tout va bien pour nous, puisqu'on est si nombreux. Mais en fait, il y a 3 signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc en fait, vous regardez dans un miroir et vous avez une espèce en voie d'extinction. Et si on ne change pas notre rapport au monde vivant et aux animaux, eh ben, on ne fera pas long feu sur cette planète. Et elle s'en remettra. Hein. C'est pas la planète qu'on est en train d'essayer de sauver, hein, c'est nous aussi. Et ça ne se fera pas sans sauver les autres. Voilà, merci. Donc la dernière, merci beaucoup.
de mal, je crois, à admettre ou à prendre conscience, voilà, que les poissons, il n'y a pas uniquement, parce que nous, souvent, les mammifères, bon, on comprend, on admet un peu plus, peut-être qu'ils ont une sensibilité. Avec d'autres espèces, c'est plus compliqué, sûrement avec les poissons. Voilà, il n'y a pas de poissons domestiques, à part les petits poissons rouges, mais enfin, la communication est en général, peut-être à tort d'ailleurs, réduite. Donc, grâce à vous, je crois qu'on a pris conscience de certaines choses, dans notre propre intérêt d'ailleurs. La dernière intervenante de cette matinée, c'est Madame Jacqueline Pecker. Je suis particulièrement honorée de vous introduire. Pour tout vous avouer, je ne vous connaissais pas avant ce matin, mais à regarder votre parcours, voilà, c'est un honneur de particulier de vous présenter. Donc en effet, pour comprendre votre parcours et pour relier entre elles vos multiples vies, il faut remonter à votre enfance, lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez 5 ans. En août 1941, nous le savons tous, hein, les Allemands sont à Paris, ils ordonnent à la police française d'arrêter les Juifs. Votre père et votre grand-père sont déportés. Votre mère vous cache à quelques kilomètres d'elle et vous ne la reverrez pas durant des mois. À l'adolescence, vous découvrez l'homéopathie en consultant un médecin homéopathe pour des douleurs d'estomac. Et ça vous donnera le goût de la lecture. Ça vous fera aussi rencontrer le docteur Léon Vanier, qui est le chef de file de l'homéopathie française et qui dirige à l'époque la Société française d'homéopathie, en passant par le pharmacien Henri Boiron et plus tard une autre femme que vous, le docteur Micheline Deltombe, l'une des premières pédiatres homéopathes. Depuis votre plus tendre enfance à la campagne, vous chérissez le monde animal. Vous voulez devenir médecin, oui, mais pour les animaux. Vous passez 7 ans au sein des laboratoires Biotrol, spécialistes en biologie vétérinaire, puis les laboratoires de l'ISOS. Vous avez décidé ensuite d'ouvrir une clinique vétérinaire en 1973. Vous enseignez l'homéopathie aux 4 coins du monde. À Paris, votre cabinet se développe. Vous publiez avec Luce Bonnefou le dictionnaire des médecines douces pour chiens et chats. Vous associez votre nom à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Vous veillez dans chaque chronique à parler d'homéopathie sans exclusive. 30 millions d'amis vous rend célèbre dans le monde entier, ça fait beaucoup de monde. Communiquer et transmettre votre passion de l'homéopathie vous a conduit encore en 2007 à questionner les candidats à l'élection présidentielle, ainsi qu'à lancer une journée nationale de l'homéopathie. Vous avez produit des ouvrages grand public chez les meilleurs éditeurs, d'autres pour un cercle plus professionnel. Ce qui vous a guidé jusqu'ici, c'est la transmission toujours. Madame Pecker, vous soignez sans doute les animaux, mais vous vous plaisez avant tout à explorer l'humain dans toutes ses dimensions. Et je vous laisse la parole. C'est bien compliqué de dire quelque chose après ce que vient de dire Madame. C'est difficile aussi de parler... Excusez-moi, si je comprends bien. Merci. Ah bon, oh, celui-là, c'est beaucoup mieux. Oui, je vous disais, c'est un peu compliqué de donner une suite à ce qui vient d'être dit, et c'est encore plus compliqué de prendre la parole après les 3 personnes qui ont parlé avant moi. Parce que si j'étais dans la salle maintenant, et non pas là où je suis, je lèverais la main et je vous dirais, mais alors, vous, moi, hein, qu'avez-vous fait depuis 50 ans? En 68, on dépavait Paris et les grandes villes. Vous étiez où? Nous sommes en 2018 et depuis 50 ans, que faites-vous pour la moralisation du monde animal, pour la compréhension des animaux? On a fait beaucoup de choses. Je ne voudrais pas que vous repartiez en pensant que depuis 50 ans, nous n'avons rien fait. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Madame, et j'ai pas retenu les noms, qui parlait du droit et des sciences humaines, je me suis dit, mais c'est ça la protection animale. C'est l'amour et le droit, c'est-à-dire l'économie. Ce qui se passe aujourd'hui, pour lesquels nous n'avons pas réussi, tout ce que nous avons entrepris depuis bien avant 1968, mais partons de ce cinquantenaire, dépavons les rues, ensemble. Tout ce que nous avons entrepris a été cassé, broyé, tué par l'économie, par le monde de la finance. Tout est venu de là, y compris l'élevage intensif. Et ça a été la première étape de la souffrance animale.
Je ne veux pas vous dire qu'on tapait pas, il n'y avait pas un coup de pied aux fesses aux chiens hein, dans les fermes ou ailleurs, qu'on n'envoyait pas un peu les lapins précipitamment dans la cage, etc. Non, non, il y avait des choses. Mais pas comme ce qui s'est passé dans les dernières années. Aujourd'hui, j'ai collaboré avec une société, là, il y a 15 jours, 3 semaines, qui s'appelle Botanique, pour ne pas vous la citer, et qui a eu le courage d'enlever tous les pesticides de ces magasins, pour les remplacer par des produits naturels. J'ai eu, je ne sais pas si c'est le tort ou le courage, j'en sais rien, parce que maintenant je ne sais plus, à l'âge que j'ai, je ne sais plus ce que je fais. J'ai eu peut-être le tort de donner au journal Libération des informations sur les pesticides, réservés aux animaux de compagnie. Parce que justement, depuis 68, on se bat contre ces colliers anti-tiques, contre ces colliers anti-puces, contre ces antiparasitaires externes, contre ces produits qui agissent à la fois dedans et à la fois dehors. On se bat sans aucun résultat. Parce que partout où vous allez, dans n'importe quel supermarché et dans n'importe quelle station d'essence, vous avez des antiparasitaires. Au niveau de l'élevage industriel, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'élevage industriel ? Eh bien, il s'est passé simplement que des jeunes banquiers sont allés voir des paysans, leur ont mis le billet, le chèque sous le nez, et leur ont dit, si vous élevez les vaches de cette façon, si vous élevez les lapins de cette façon, si vous élevez même les porcs, les vaches, etc., vous allez gagner de l'argent. C'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Vous enlevez les bébés, les petits veaux aux mères, et vous faites du lait. Et on fera de la viande de veau. Et là, au lieu d'être là à avoir un champ qui est pris par des vaches qui broutent et les petits dessous, vous aurez des chèques, vous aurez de l'argent. Et ça s'est fait. Et qu'est-ce qu'on a fait au niveau du public, à votre niveau? On vous a dit, il faut manger de la viande de poulet au moins matin, midi et soir. Et on a mangé de la viande de poulet matin, midi et soir. Et on a mangé des œufs tous les jours. Mais les poules, elles faisaient plus exactement un œuf tous les 3 jours. Un bon œuf tous les 3 jours. Après, elles ont fait un moyen œuf tous les 2 jours. Et aujourd'hui, elles font un œuf par jour dans lequel il n'y a plus rien. Sauf des produits toxiques qu'elles avalent. Ensuite, on a eu des traitements pour faire grandir les veaux, les taurillons. On a donné des antibiotiques. Et non seulement on a donné des antibiotiques, mais on a laissé mettre dans l'alimentation des bovins des denrées d'origine animale. Mais la vache, elle n'est absolument pas faite pour avaler de la viande. Et quand elle avale de la viande, elle a des produits toxiques qui lui montent au cerveau et elle devient folle. Donc tout s'enchaîne. Les poissons, nous avons fait des débats pour expliquer que les petits filets faisaient souffrir les poissons, qu'il fallait des grands espaces. C'était déjà pas très correct, mais au moins le poisson pouvait rentrer directement dans la nasse sans avoir à se débattre et à souffrir comme il le faisait. Résultat. Donc, nous avons aujourd'hui, nous avons un débat sur la souffrance animale qui est un débat de cœur et qui est un débat de finance, qui est un débat de droit, contre lesquels il faudra prendre des lois, des décisions, il faudra punir. Et quant au cœur, alors là, il faudra démarrer dans les écoles maternelles. L'amour des animaux, tous les animaux, ça s'apprend là, tout petit. Et tout à l'heure, j'ai retenu cette phrase absolument merveilleuse d'Astrid. La violence apparaît quand on manque de vocabulaire. Eh bien, allez dans les écoles maternelles. Regardez les enfants. Ceux qui commencent à avoir des mots, ils sont beaucoup moins violents que les autres. Et si vous leur mettez des chats, des chiens, des lapins, des poules, etc., vous allez voir, mais ils ont un vocabulaire avec ces animaux. Ils se comprennent. On a fait des fermes pédagogiques, mais c'est fabuleux de voir les enfants.
ça fait déjà au moins 2 ou 3 ans, compte tenu de mon âge, que je ne parle plus. Parce que il a fallu vraiment le coup de poing, presque, de Mélanie David pour que j'accepte d'être parmi vous. Et tout à l'heure, en entendant Astrid et en entendant Cédric et en entendant ma voisine, là j'ai compris, et je remercie Mélanie de m'avoir fait venir. Parce qu'au moins, je peux dire, essayer de vous montrer que tout est vraiment simplement une affaire politique. Nous n'arrivons pas à obtenir simplement au ministère de la Santé un sous-secrétaire d'État aux médecines complémentaires, à l'homéopathie, à l'acupuncture, etc. Nous n'avons jamais obtenu d'aucun ministre de l'Agriculture, et croyez-moi, j'y ai passé quelques heures dans les ministères, nous n'avons jamais pu obtenir la formation là où on forme les maîtres, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, merci. On n'a jamais pu obtenir qu'on mette là des spécialistes du monde animal. Pas que des vétérinaires. Il n'y a pas que des vétérinaires. Il y a d'autres gens qui s'intéressent aux animaux. Les scientifiques s'y intéressent, et pourquoi pas parler de l'animal et de la musique, de l'animal et du câlin, de l'animal et du toucher. Qu'est-ce qu'on a au bout des doigts? Eh bien, ces gosses-là qui ont 2-3 ans, c'est par eux qu'il faudra commencer. C'est là où est la protection animale. C'est pour ça que quand j'ai vu, je ne sais pas où, cette magnifique photo avec une phrase de Schweizer, et que je l'ai envoyée à Mélanie, je suis contente qu'elle l'ait mis en fond d'écran. Parce que c'est vrai. Pendant des années, j'ai fait une émission merveilleuse sur France Inter, le mercredi en direct avec des enfants qui s'appelait Allo Veto Bobo. Et les gosses appelaient en direct. On avait un quart d'heure, 20 minutes, je crois, durait l'émission. Les gosses appelaient en direct. Mais c'était absolument fabuleux. Et je vais terminer sur cette toute petite histoire. Un gosse, un jour, m'appelle et il me dit « Madame, comment je peux faire pour que mon père, le dimanche, il tape pas mon chien ?» Je dis « Il le tape pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison, comme quand il te met une fessée à toi? » « Ah non, il n'y a pas du tout de raison, mais le dimanche à la maison, tout le monde se lève à 11h, et comme dans la semaine, le chien il fait pipi à 7h, eh ben à 9h, il va dans la salle à manger ou dans la cuisine, puis il lève la patte et puis il fait pipi. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, tu sais, toi, le dimanche, puisque tu aimes tellement ton chien, tu mets le réveil, tu sors avec le chien dans le coin, tu fais 1 ou 2 pipis, le reste ça sera fait plus tard, et puis tu rentres et tu te recouches avec le chien. Et puis voilà. Et ton père, à mon avis, il va être content, il va plus taper le chien. Et moi j'oublie cette histoire. Et peut-être 3-4 mois plus tard, retéléphone et le gosse me dit « Tu te souviens de moi, docteur? Je m'appelle Cédric, tu sais, j'étais le chien qui faisait pipi le dimanche. » Alors je dis « Ah oui, ça m'a marqué. » Il dit « Tu vois, mon père, il est complètement marron, parce que non seulement maintenant il tape plus le chien, mais en plus il lui fait des câlins le dimanche matin, parce qu'il a tout compris. » Ça, c'est de la protection, ça, c'est de la compréhension. C'est de la compréhension des animaux. Parce que le père aussi, il a compris. C'est pour ça que je pense que le rôle que nous avons tous à jouer ici, moi, ces photos des phoques qui ont fait la une des années 70, parce que notre courageuse Brigitte Bardot était allée se balader, avait fait des photos, elle était revenue avec les photos qu'on ne pouvait pas passer dans la presse parce que ça allait choquer les pays dans lesquels nous étions. Là, aujourd'hui, on les voit. On les voit dans une salle comme ici. Demain, je peux lui demander qu'elle me prête son film et je le passerai dans un congrès de médecins homéopathes et je leur dirai, regardez, il faut prendre position. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans... C'est un combat que nous devons mener. Nous devons... Bien sûr que nous devons être en parallèle avec des universités, avec des gens qui ont de l'amour, qui ont de la compréhension, qui attachent aux mots, comme tout à l'heure Astrid, la valeur de ces mots. Mais avec ces mots-là, il ne va pas falloir les garder dans son cahier, ces mots-là. Il va falloir qu'on se les jette à la figure. C'est à vous de le faire. Moi, je suis d'une génération, j'ai fini mon temps.
Je me suis battu 50 ans pour les médecines complémentaires. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis battu pour la protection animale. J'ai été pendant 10 ans le vétérinaire de 30 millions d'amis. J'ai été présidente d'assistance aux animaux. On a fait ce qu'on a pu. On s'est battu. Mais aujourd'hui, il faudra se battre, pas uniquement au niveau des sentiments et des mots. Il va falloir se battre au niveau des banques, au niveau de l'industrie agroalimentaire, au niveau de l'argent. Parce que c'est là qu'est aussi la maltraitance animale. Elle est dans les poulaillers qu'on a vus. Bravo Sophie Marceau. Mais pourquoi on en est arrivé là, dans ces poulaillers? On n'a même pas expliqué aux paysans qu'ils devaient mouiller ces poules en élevage industriel quand il y avait des augmentations de température. Et je peux, preuve à l'appui, vous montrer les mails que je reçois encore aujourd'hui par des paysans qui sont, comment vous dire, honteux, j'aime bien, honteux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et il y en a encore qui continuent. Il y en a encore qui continuent parce qu'ils y croient encore. Et on leur fait encore miroiter l'argent. Et parce qu'il faut vendre des granulés alimentaires. C'est un marché énorme. Et comme il faut vendre ces granulés, bon, c'est pas tout. Quelques 150 poules qui vont mourir parce que demain il va faire 30 au lieu de faire 27. Voilà. C'est là où est le combat. Et le combat, il est dans une union complète. Il est dans des gens de tous bords. Il est dans des universitaires. Il est dans les vétérinaires. Il est dans des gens qui parlent des mots. Il est dans vous. Il est dans tout le monde. Parce que vous avez eu le courage d'aller sur un bateau. Vous avez eu le courage de filmer. Vous avez eu le courage de montrer le sang des poissons. Oui, parce que les poissons, ça saigne. Et parce que ça crie. Et parce que ça pleure. Et parce que ça a mal. Et que quand on leur envoie, comme font les Japonais, à la vitesse grand V, une sorte d'épée sur le ventre, imaginez la souffrance. Donc aujourd'hui, c'est un problème ici, c'est un problème d'école, c'est un problème d'enfants, c'est un problème de morale, oui, de moralisation peut-être. Apprenons à faire la morale, mais apprenons aussi, et ça les scientifiques le feront mieux que nous, que les animaux souffrent, pensent, sont jaloux, rigolent, contestent. Bon, ils n'écoutent pas les chansonniers, mais ça viendra. Et c'est ça le problème. Donc il faut que ça démarre comme ça, il faut que ça démarre vraiment. Ça ne peut pas être des combats, vous dire, des combats à droite, à gauche, etc. Ce sont des combats autour d'une union, du respect de ce qui vit. Et quand on aura respecté les hommes, quand on aura respecté les animaux, on apprendra à respecter les arbres, on apprendra à respecter les plantes, parce que là aussi, vous avez quelque chose qui vit. Quand vous sortirez tout à l'heure, si vous avez un peu de proprioception au bout des doigts, posez vos deux mains sur un arbre et écoutez-le parler. Et là, vous aurez tout compris. Vous aurez compris que ceux qui font ce qui s'est fait aujourd'hui, je ne remercierai jamais assez l'équipe de Mélanie, et Mélanie, bien sûr, qui est devenue une amie, d'avoir fait ce travail aujourd'hui. Donc, Mélanie, je te le dis, je ne regrette pas, tu as bien fait de me faire venir. Je ne le regrette pas. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, Mélanie, merci. Grâce à toi, Madame, vos propos sont extrêmement forts. Du coup, j'espère qu'ils vont inciter de nombreuses personnes parmi vous à nous poser des questions aux quatre intervenants de cette matinée. J'imagine qu'il y a un micro qui va passer, Mélanie. Et moi, je tendrai ce micro, le seul. Pour ceux qui seront amenés à répondre. On va prendre une première question. Bonjour, c'est plus un complément une réaction par rapport à ce que Dominique Bauer a évoqué Wilberforce.
Il y a quelques jours, j'ai défendu un vœu en conseil d'arrondissement pour demander une plaque rendant compte, au moins, mais rendant visible les animaux de guerre en 1918. Et je me suis appuyée, non pas sur Wilberforce, parce que je savais que moi j'étais dans un arrondissement, ça serait très très dur, mais sur Schœlcher, en bossant sur le sujet. J'ai appris que Victor Schœlcher, donc on peut dire l'équivalent en France de Wilberforce, est celui qui a fait passer la loi Grammont, c'est-à-dire que la loi Grammont, c'est la première loi de protection sur les animaux qui a été votée en 1845, donc à la Chambre des députés, qui a été déposée par un général de cavalerie conservateur, donc Grammont, c'est une loi qui concerne les chevaux, et donc s'est pris quand même tous les sarcasmes qu'on imagine qui sont exactement les mêmes qu'on entend en 2018, et sa loi ne serait pas passée si la gauche n'était pas venue à son secours, donc c'est transpartisan, et c'était Victor Schœlcher qui a mené la bataille pour soutenir cette loi. Et je rappelle que Victor Schœlcher a été adhérent de la SPA et administrateur de la SPA. Donc voilà. Mais en 2018, on est toujours dans les mêmes conflits. On se retrouve face à des personnes qui réagissent exactement comme les gens qu'ils avaient il y a plus d'un siècle en face d'eux. Et tout à l'heure, c'est vous, monsieur, qui avez parlé d'Henri Barbus. À la fin de la guerre de 18, Henri Barbus a demandé qu'il y ait un monument aux morts spécial pour les animaux qui étaient morts pendant cette guerre. Tous les chevaux, il y a eu des centaines de milliers de chevaux qui sont morts pendant la guerre de 14. Et Henri Barbus n'a pas obtenu ce monument aux morts, peut-être 15 jours. Non, mais juste pour vous remercier pour cet exemple que je ne connaissais pas, effectivement. Ouais. Et quand vous dites qu'on a un peu les mêmes oppositions, en fait, en termes d'arguments, aujourd'hui, on le voit aussi. Hein, il y a un livre qui est très éclairant sur cette question, c'est Le végétarisme et ses ennemis de Renan Larue. On voit très bien que dès les Grecs, en fait, et même un peu avant, chez les Perses, on a à peu près les mêmes discussions qu'on a aujourd'hui, à coup de tribunes dans Libération interposées entre les partisans du statu quo et les promoteurs de droits pour les animaux. Ouais, c'est une vieille histoire. Une autre question, je vois plusieurs mains là qui se lèvent. Monsieur ? Oui, bonjour. Déjà, félicitations aux organisateurs pour cette réunion. Une question déjà très technique. Toutes les interventions étaient passionnantes, ainsi que ce qui a été présenté. Est-ce qu'il y aura la possibilité, soit sur Facebook, soit par un envoi sur des boîtes mail, d'avoir l'intégralité de ce qui a été dit? Est-ce que c'est enregistré? Je vais avoir du mal à répondre à cette question. Mélanie. Du coup, c'est moi qui vais répondre. En tout cas, j'avais justement quelques mots à dire, vu que j'ai la parole. Je vous remercie en tout cas tous d'être venus ici, présents donc, dans le public. Merci à tous les intervenants d'être venus en tout cas donc, à la Maison des Sciences de l'Homme aujourd'hui pour ce magnifique colloque. Quant à la question de monsieur, on est en train de diffuser depuis ce matin en live, donc via YouTube. Et je pense que ça doit enregistrer quelque part sur notre compte. Et donc on verra effectivement pour essayer de trouver un espace sur Internet pour le mettre. Et je voulais aussi ajouter, merci chère Jacqueline, en tout cas de l'hommage que tu m'as fait. C'est aussi un très très grand honneur aussi pour moi, comme l'a dit donc, Anne Fauchon, de t'accueillir ici, en tout cas parmi nous tous. C'est vrai que ton parcours est quand même un parcours excellent. Et en tout cas, je te retourne aussi la même chose. Tu es aussi, en tout cas, une amie pour moi aujourd'hui. Et merci de ta confiance et d'être venue. Alors, je voudrais juste trois choses. La première, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, une réunion de ce genre peut avoir lieu dans une université. Je suis moi-même universitaire, mais de la génération où j'ai commencé dans les années 80.
Et lorsqu'on était étudiant dans les années 80, si on abordait ce genre de questions, c'était pas tellement bien vu. Je n'oserais pas dire certaines remarques, mais quand on abordait même les questions sur la protection de la nature, sur l'environnement, je me souviens un jour avoir abordé cette question avec des collègues, et j'ai eu le droit à un moment donné de remarque, oh oui, mais si on vient avoir des gens comme ça, on n'aura que des homosexuels. Vous voyez, je vous laisse quand même montrer un petit peu l'évolution. Et je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est de voir qu'il y a une évolution des mentalités. Donc je dis au moins que depuis 50 ans, je suis assez proche sur l'âge avec madame, depuis 50 ans, oui, il y a eu beaucoup de choses de faites, et le fait qu'il y ait des réunions comme ceci est important. La deuxième chose, vous avez mis le point sur un aspect important aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui s'est mondialisée, et qui s'est mondialisée d'une façon ultralibérale, il faut le dire. C'est le capitalisme financier, ne nous encombrons pas de mots. Et bien entendu, dans le capitalisme financier, et dans une société ultralibérale où surtout il ne faut aucune entrave au marché, il y a le moins possible de lois, sauf des lois qui aident à cette libéralisation du marché, et on passe par le contrat. La décision qui a été prise par l'Assemblée nationale, d'un gouvernement quand même, reconnaissons qu'il n'est quand même pas spécialement du côté collectiviste, de dire oui, on va plutôt mettre un pacte de confiance, c'est tout à fait d'ailleurs le discours managérial que l'on a depuis une trentaine d'années sur ces questions-là. Autre chose. Sur la question politique, j'ai été amené en 2002 à être chargé de la question, au moment des élections présidentielles auprès de Jean-Pierre Chevènement, de la question sur la protection animale. J'aurais d'ailleurs le terme de protection, c'est un terme ambigu, je parlerai là-dessus. Je me suis rendu compte qu'après les élections, j'avais proposé à Jean-Pierre Chevènement de continuer la chose, et tout simplement j'attends toujours sa réponse. Et je l'ai constaté dans la plupart des partis politiques. Les partis politiques, bien entendu, ont horreur de perdre des électeurs, ils veulent en gagner. Et donc, quand vous abordez des sujets qui peuvent avoir aussi bien la question de la corrida, la chasse, etc., on veut bien gagner, mais on ne veut pas perdre. Et comme on a peur de perdre des électeurs, comme il y a, y compris dans chaque parti, des courants qui sont très différents. Vous avez à droite comme à gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, des gens qui sont aussi bien, par exemple, pour la corrida que contre la corrida. Chez les libres penseurs, je peux en parler, il y a des gens qui sont contre la corrida, il y en a qui sont pour. Donc on veut éviter de toucher les sujets qui fâchent et qui font perdre. Donc j'attends toujours de pouvoir, j'ai trouvé ailleurs, mais j'attends toujours de pouvoir travailler au niveau des valeurs républicaines, parce que je pense que la notion de république, c'est la notion de droit et de devoir, et qu'en effet, il y a des devoirs par rapport aux animaux. Dernier point, la question, c'est la question entre la condition animale et la protection animale. C'est un terme, nous parlions tout à l'heure de linguistique, c'est un terme qui est ambigu, parce que quand on parle de protection, je prends un exemple, un veau. Je suppose un veau qui est élevé de la meilleure façon. Rêvons, comme le petit dessin de la ferme pour les enfants. Un veau qui est élevé de la meilleure façon, sans aucune contrainte, etc., bon, merveilleux. Il termine à l'abattoir, je ne fais pas de la protection animale. En revanche, je peux aborder la question de la condition animale. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un élément de linguistique qu'il ne faut pas négliger. Avec d'ailleurs un effet pervers. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la décision, au moins d'être végétariens, peut-être pas totalement véganes, de réduire leur consommation de viande, c'est déjà un premier progrès, en partie à cause, en effet, des conditions d'élevage et d'abattoir. Je ne suis pas sûr, je vais être le petit diable là-dessus, je ne suis pas sûr que si ces conditions s'amélioraient, les gens ne reviendraient pas à redevenir carnivores. C'est une question que je pose. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des effets pervers, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là. Dernier point, ça c'est un angle aujourd'hui que je vois sur le plan politique. Ce n'est plus tellement l'angle, en effet, éthique ou moral, c'est tout simplement l'angle du devenir de la planète et de la société.
C'est qu'aujourd'hui, quand vous donnez des médicaments à des animaux, on s'étonne, je suis enseignant et on s'étonne d'avoir aujourd'hui des jeunes qui ont 20 ans, qui sont tous allergiques à ceci, qui sont allergiques à cela, qui ont des problèmes. Alors certainement, il y a beaucoup de raisons, mais je pense que l'alimentation, un certain nombre de choses peuvent expliquer. Et sous cet angle-là, on reste toujours sous l'angle en partie de l'utilitarisme. Je pense que quand les gens, il faut faire prendre conscience aux gens que c'est leur propre destinée qui est en jeu. Malheureusement, j'ai souvent vu que sur le plan moral ou éthique, on avait quand même beaucoup d'échecs. Mais en montrant qu'ils ont intérêt, on peut peut-être changer les choses. En tous les cas, merci pour le colloque. Merci, monsieur. Madame Essemali, vous souhaitez prendre la parole? Oui, non, juste rapidement, par rapport à ce que vous disiez sur les universités, je pense qu'il n'y a même pas besoin de remonter aussi loin que 50 ans en arrière. J'ai fait mon master en sciences de l'environnement à Marie Curie il y a moins de 10 ans. Et en arrivant là, je m'attendais à côtoyer des gens avec une conscience écologique et en tout cas un intérêt pour le bien-être animal. Donc je suis tombée de haut parce que j'ai dans le souvenir toutes les embrouilles que j'ai pu avoir avec mes professeurs sur des dissections qui n'étaient absolument pas nécessaires, où on m'a dit que j'aurais mieux fait de faire littérature plutôt que de chercher à faire de l'environnement. Ce à quoi je leur répondais que les universités avant-gardistes étaient depuis longtemps passées à des modèles, avec des modélisations informatiques où on n'avait pas besoin de charcuter des souris à tout niveau. J'ai un exemple aussi assez frappant en biologie de la conservation, donc sur la conservation des espèces quand même, où l'exemple qu'on nous a donné pendant 2 heures, c'était avec la baleine bleue, calculer combien de baleines bleues on pouvait se permettre de tuer sans détruire la ressource, ce genre de choses, ou encore un débat que j'ai eu, un débat éthique avec un prof de physiologie sur la question justement de l'expérimentation animale, où il me disait qu'en fait il était acceptable de le faire à partir du moment où l'animal n'avait pas conscience de ce qu'on allait lui faire et que voilà, qu'il n'était pas stressé, où je lui avais répondu que dans ce cas-là, si on suit cet argument, on peut aussi faire des expérimentations sur des nourrissons qui ne savent pas ce qu'on va leur faire. Et il m'avait répondu vous êtes dangereuse, mademoiselle. Alors qu'en fait, c'est lui qui était dangereux. Et voilà, il y a encore beaucoup de boulot à faire au niveau des universités à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est très chouette que ce colloque ait lieu ici aujourd'hui. Merci. Je voudrais juste ajouter un mot. Vous avez reparlé de cette loi en cours de discussion. Le fait qu'on avait retiré la question de la protection, enfin de plus élever les poules en batterie. Pour faire... je tiens à préciser que, ce que j'ai fait court tout à l'heure, puis vous êtes pour beaucoup des non-juristes, qu'en fait c'était un amendement, donc c'était pas dans le projet de loi initial, j'étais certain qu'avait proposé cet amendement. Et évidemment, ça n'est pas, je ne sais pas si c'est en marche, mais en tout cas, c'est pas très en même temps, visiblement, puisque ça ne convenait pas avec ce qu'avait prévu le gouvernement. Je vais juste rajouter une petite chose sur les abattoirs, parce que c'est quand même... il y a 50 ans, il y avait les abattoirs de Paris, en tout cas, étaient à la Villette. Vous voyez, c'était vraiment à portée de la main. Là. Vous aviez d'immenses abattoirs. Et vous aviez des hommes de métier dans les abattoirs. C'était pas des gringalets. Hein, parce que dans les écoles vétérinaires, moi je suis sorti d'Alfort, nous avions des cours d'inspection des viandes, nous allions à la Villette. Il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. On n'était pas très fiers, mais c'était des gens de métier. On n'aurait pas jamais, de ma vie d'inspecteur d'abattoir, je n'ai jamais vu un homme de métier donner un coup de pied à une vache ou à un cochon. Et puis les choses ont changé. Les abattoirs sont devenus libres, si j'ose dire. Les gens qui pouvaient acheter, ou les sociétés qui pouvaient acheter des abattoirs, manger des abattoirs, ont fait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les abattoirs, d'abord travaillent trop d'heures par jour, trop de jours, et ils ne savent même pas ce que c'est que la souffrance animale. Ils sont payés comme quand ils creusent les rues, c'est les mêmes d'ailleurs que ceux qui font les chantiers et les rues, et un coup de pied de plus ou un coup de pied de moins, ils en ont strictement rien à faire. Il faut qu'on revienne, si abattoir il y a, il faut qu'on revienne à une législation des abattoirs. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que nous avons vu la féminisation de la profession vétérinaire. Or, les filles aujourd'hui qui veulent être vétérinaires, je vous garantis qu'elles ne veulent pas rentrer dans un abattoir. C'est pas leur métier, c'est pas notre métier. Il faut qu'on trouve quelque chose. Si on doit continuer, si on doit diminuer, j'espère en tout cas,
ces quantités de bovins et de moutons, de cochons qui sont tués dans les abattoirs, il va falloir qu'on remette tout à zéro. Et c'est pas parce qu'on mettra une caméra ou pas une caméra, ça va se jouer derrière un comptoir de banque. La caméra sera peut-être importante, mais c'est pas le coup de pied. Le coup de pied, c'est le choix. Il faut qu'on fasse faire. C'est un métier difficile qui doit être fait à mi-temps peut-être, et ça peut être qu'un choix. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'être tueur dans un abattoir. Ça, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Alors, si je puis me permettre, peut-être des interventions un tout petit peu moins longues pour qu'il y ait plus de personnes à prendre la parole, parce que je pense qu'on va s'arrêter là vers la demi, donc il ne reste plus énormément de minutes. Bonjour, Julie Lannes, je suis pluridiplômée et entre autres éthologue de terrain. J'insiste, voilà, ça fait 15 ans que j'étais sur le terrain et donc j'ai fait, après l'éthologie, un master en éthologie pour valider mes acquis. Je voulais rappeler une chose, si on n'achète pas, ne produisent pas. Donc on a tous une responsabilité par rapport aux élevages en batterie, etc. Donc moi je travaille entre autres sur l'exploitation animale, y compris au niveau, on l'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, y compris au niveau des spectacles, au niveau des cirques, au niveau des delphinariums, etc. Là je viens de co-signer un rapport qui me vaut des menaces de mort, où j'ai synthétisé la plupart des écrits internationaux et des écrits scientifiques qui expliquent effectivement ce que vivent les animaux espèce par espèce. Et ce que je voulais juste dire également, c'est qu'on a tous une réflexion en tant que scientifique, et comme disait Lamia, moi j'ai aussi fait l'éthologie, et je m'attendais à trouver des gens qui avaient une empathie par rapport à l'animal, etc. Et quand moi je donnais des réponses qui étaient, on va dire, éthiques, on me disait qu'elles n'étaient pas biologiques dès le moment où ça ne débitait pas les animaux en rondelles. J'ai fait mon mémoire au Brésil, dans la jungle, pour sauver des espèces menacées, des loutres, etc. On m'a expliqué que ce n'était pas un mémoire, qu'un mémoire ça se faisait dans un labo à découper des animaux en rondelles. En éthologie, pour mesurer le stress du chien dans l'obscurité, il leur collait les yeux à la superglue 3, et je ne vous parle pas d'il y a 50 ans. Oui, oui. Donc, je vous parle de choses comme ça qui ont lieu ici. Le cours d'éthique qu'on a eu, c'est-à-dire que quand vous êtes éthologue, vous devez légitimer et expliciter de quel nombre d'animaux vous avez besoin pour votre étude et le justifier sur le plan éthique. L'introduction de notre cours a été « Oh, vous n'allez pas nous faire chier ». Enfin, nos copains qui, eux, scientifiques, qui, eux, s'occupent de fourmis, d'insectes ou de poissons, on ne les emmerde pas avec ce genre de choses. Ils peuvent en brûler, en acidifier, en découpant en rondelles autant qu'ils veulent. On ne les emmerde pas. Nous, avec les souris, les lapins, les chats, les chiens, voilà. J'ai des amis à moi qui ont été là dans les universités en Belgique, etc., mesurer le taux de cortisol, donc le taux de stress chez le chien. On leur a dit, ils ont dit comment on fait, sur quoi on se base. Ben, vous leur faites mal. Il faut les brûler avec des cigarettes. Ce sont des universités. Donc je pense qu'on a tous une réflexion à avoir en tant que scientifiques, et pour travailler beaucoup avec des scientifiques anglo-saxons. En France, je note qu'on a, même s'il y a des exceptions, Jacqueline Pecker en est une et il y en a beaucoup, mais il y a quand même globalement toujours une approche en France qui reste une approche de l'animal Descartes, de l'animal machine, où effectivement il y a des lobbies qui sont derrière, des lobbies agroalimentaires, des lobbies scientifiques, des lobbies chimiques, et qui aujourd'hui c'est ce qui rapporte essentiellement aux vétérinaires, c'est ce qu'ils vendent et c'est les prestations, c'est pas les prestations animales qui leur rapportent. Donc je pense qu'on a tous une éthique à avoir, une réflexion. Vous parliez des animaux de guerre. Je rappelle que pendant la guerre, la conception des Français par rapport aux animaux faisait qu'ils exploitaient les chevaux jusqu'à ce que les chevaux tombent morts. Même chose les chiens. Les Anglais, par exemple, ou les Allemands avaient développé une relation de confiance entre leurs animaux. Et par exemple, il y avait 2 maîtres qui étaient mis à chaque endroit opposé de la ligne de démarcation. Et quand les chiens français passaient à la nuit, en général, ils y restaient parce que là-bas, ils étaient traités avec considération. Donc voilà. Donc je voulais juste dire ça. Merci Madame. Si je puis me permettre, je pense que ce n'est pas uniquement en tant que scientifique que nous devons nous remettre en question, mais en tant qu'être humain tout court. Nous avons un pouvoir qui est le pouvoir de la carte de crédit et de notre comportement. C'est une façon de... On n'est pas dans la protection animale, comme disait un de mes amis de l'association Respectons. On n'est pas dans la protection animale uniquement le dimanche de 5 à 7 ou quand on veut ça. C'est une attitude, c'est une façon d'être qu'on est 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. Ouais, vous avez tout à fait raison. Et je crois me souvenir, vous parlez des animaux là, avec l'armée, mais il n'y a pas si longtemps que ça a été médiatisé. Il me semble qu'un chien a eu une décoration, c'est pas une des Légions d'honneur d'ailleurs, pour voilà. Il y a Glasgow, vous avez un monument.
Et récemment, un chien... Et il y a le chien Diesel qui a été décoré, mais c'est un chien français qui a été décoré par les Anglais. Il y a un problème en France par rapport à ça. D'accord. Oui, je crois tout en haut. Ah, pardon. Bonjour, je tenais à remercier tout le monde pour le colloque d'aujourd'hui, tout particulièrement Mélanie David, qui a été adorable par courriel, qui est sûrement dans la vraie vie aussi. Hein. Et j'avais une question tout particulière pour Monsieur Hofbauer, concernant l'action de L214. Donc, je me demandais si L214 n'avait qu'une action de suppression des cages et d'amélioration des conditions d'élevage, et sinon, vis-à-vis des êtres vivants sentients, au même titre que nous, et sinon, quelle était l'étape suivante? Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, les campagnes qu'on mène, en fait, il faut distinguer deux registres, je pense. Il y a le registre des campagnes sectorielles, ce que nous on appelle des campagnes sectorielles, c'est-à-dire essayer d'obtenir soit par la négociation avec les entreprises ou avec les acteurs du marché, des améliorations dans les pratiques d'élevage, ou par des changements dans la loi. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment avec le cas des poules pondeuses. Ça s'inscrit chez nous en fait dans une vision plus large de changement du rapport qu'on a avec les animaux, donc un changement global, c'est-à-dire que la question que j'ai développée, la question de la sensibilité, en fait, c'est la question de la responsabilité devant laquelle nous place le fait que les animaux, comme nous, sont sensibles. Et si vous allez sur notre site, je ne sais pas si vous connaissez bien l'association, mais si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'il y a un discours en fait global sur un monde, sur la perspective d'un monde, alors peut-être pas sans élevage, mais sans abattoir en tout cas sans relation d'instrumentalisation et de rapport économique avec les animaux. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de vivre avec eux, ni que ces espèces-là vont disparaître, mais en tout cas, c'est l'horizon qu'on se fixe. Sur les viandes de substitution, c'est ça? Ça en fait partie. Il y a les viandes de substitution, mais même sans ça, oui, mais il n'y a pas un progrès aux États-Unis, je ne sais pas. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui essaie de reconstituer de la viande à partir de tissus sanguins. Je voudrais savoir si j'ai oublié de poser cette question. Vous m'excuserez. Je vais vous répondre après. Pardon. Oui, mais c'est donc en fait notre entre guillemets stratégie, c'est d'essayer de se fixer un cap comme ça d'un monde où chacun compte en fait. Et c'est probablement le monde auquel on tient tous en fait. C'est-à-dire où on a une considération pour autrui. Et d'y arriver en réduisant partout où on le peut, au moment où on le peut, en fonction des opportunités, le champ, toute l'étendue de ce qu'il est légal de faire à des animaux et qui les nuisent, petit à petit, petit bout par petit bout. Donc on a encore beaucoup de travail. Vu l'heure, on va peut-être faire une dernière question avant l'interruption qu'on a déjà dépassé de beaucoup le temps. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, merci. En tout cas, merci à vous tous parce que c'était très intéressant et très émouvant. Et moi, ma question, c'est sur l'ambiguïté qui existe depuis l'introduction de la notion de sensibilité dans le code civil. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé puisque l'animal étant toujours un bien meuble. Si vous l'aurez, votre réponse est dans votre question. Vous vous en doutez, puisque moi-même je vous ai dit que la seconde partie, la seconde phrase de ce nouvel article tuait en quelque sorte la première, c'est que pour l'instant ça ne change concrètement. Alors bon, le texte est récent, donc après il faut un temps d'application. Je ne connais pas par exemple de procès en cours pour atteinte et non-respect de cet article. Il y en a peut-être au niveau des tribunaux de première instance, auquel cas on n'en est pas directement informé, ou ça prend du temps. Mais à mon avis, vu le sujet et sa médiatisation, on le saura très vite.
pour l'instant, concrètement, ça ne change pas. Alors, ça ne change pas, sauf que je pense que, enfin, j'espère plutôt, je veux croire que ce premier pas, c'est quand même, si vous voulez, la porte est ouverte. Voilà. Après, il va falloir rentrer dans la pièce. Mais c'est quand même une énorme avancée quand on songe qu'on est en 2018, quoi. Et donc, ça faisait des centaines d'années que rien n'avait été fait, même si on parle du Code civil qui a quand même maintenant plus de 200 ans. Mais concrètement, je pense que vous attendez cette réponse-là. Rien. En première instance, moi j'en ai vu. Ah, très bien. Et alors? C'était sur la maltraitance, mais on était vraiment après, c'était plus en pénal. C'était du pénal, mais il se référait quand même à cet article. Oui, mais si j'ose dire, pour la maltraitance, les textes du Code pénal... Enfin, là... Le juge s'est quand même référé à ce nouvel article. J'entends bien. Voilà, mais disons que sans cet article, le juge aurait pu agir. Donc c'est pas une décision qui est fondée uniquement, qui n'aurait pas pu être rendue sans cet article. Ah bah bien sûr, non, mais c'est ce que je disais, c'est un énorme progrès, il existe. Hein, la porte est ouverte, le juge l'a saisie en cette occasion. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Alors je vois qu'il y avait d'autres mains tendues, mais je pense que les intervenants ne vont pas s'enfuir tout de suite, précipitamment. Donc voilà, vous pouvez venir leur poser des questions et je suis sûre qu'ils seront un plaisir d'y répondre. Je voudrais quand même simplement vous remercier. Vous remercier pour cette prise de conscience. Moi, j'ai été très touchée quand j'ai vu les images de Sea Shepherd. J'en ai eu les larmes aux yeux. Donc ma question, elle va être toute simple, mais je vais aller voir chacun des intervenants parce que vous m'avez tous touchés. Je connaissais vos associations parce que je vous suis sur Internet, sur Facebook. Quand j'ai vu que sur Facebook, aujourd'hui, il y avait cette réunion, j'ai dit, il faut qu'on y aille parce que ces associations vraiment phares de la lutte pour la défense de l'animal. Mais j'ai une question toute simple, c'est comment vous faites pour trouver des fonds pour vivre? Quand je pense à Sea Shepherd, quand je vois les bateaux, la logistique, je me dis ça doit coûter énormément. Et 2, est-ce que vous acceptez des bénévoles pendant une semaine, pendant 48 heures? Si on a un peu de temps, est-ce qu'on peut venir vous aider? Parce qu'à côté de ça, on a bien évidemment une vie professionnelle, on travaille. Moi, je ne peux pas dégager 6 mois de temps comme ça, mais par contre, je peux donner du temps, de temps en temps, à cette cause animale. Voilà. Alors, Pardon, excusez-moi, parce que j'ai vraiment peur. Il faut vraiment si j'ose dire, qu'on rende l'antenne. Vous allez voir Madame tout de suite, comme ça elle va vous répondre, parce qu'elle doit partir. Et voilà, sinon j'ai peur que... Donc, je vous remercie. Alors, je vous remercie encore d'être venu là ce matin. Donc, la journée continue après le déjeuner. Il y a une pause maintenant jusqu'à 14h. Ça va reprendre à 14h. À moins que Samuel, tu veuilles reprendre la parole. Donc voilà, merci à tous. Et puis je crois que ça va être la journée Sainte-Mélanie, parce que Mélanie, tout le monde s'attend. Merveilleusement organisé cette journée.